Le 16 décembre 2025, une poussière rouge annonce une rupture à Imdi. Une autoroute intérieure de 332 km, financée par des ressources nationales sans prêt extérieur, promet d'accélérer les échanges tout en ouvrant un couloir stratégique exposé. Ce basculement oblige à se demander ce que signifie la prospérité quand le ciel, les frontières et la sécurité deviennent partie intégrante du même plan. Et pourquoi Ibrahim Traoré assume ce lien. Si l'architecture tient, elle redéfinit la souveraineté au Sahel. Si elle cède, le corridor devient une vulnérabilité coûteuse. La promesse de cette séquence est simple dans sa formulation, mais lourde dans ses implications. Il ne s'agit pas seulement de construire une route plus vite, mais de tester la capacité d'un État à aligner économie, sécurité et autorité politique dans un cadre unique et lisible. Pour le pouvoir, l'enjeu central tient en une alternative nette. Transformer un symbole de souveraineté en mécanisme opérationnel durable ou révéler les limites d'un modèle fondé sur l'autofinancement et la fermeté sécuritaire. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'avance pas un projet isolé, mais une architecture complète où chaque décision renforce la suivante. La route soutient l'économie interne, l'économie justifie la protection militaire, et la protection vise à sécuriser les sources mêmes du financement. Le risque est évident, si un maillon faiblit, l'ensemble devient fragile et exposé aux critiques internes comme aux pressions régionales. Pour le public, l'enjeu dépasse la technique. Il touche à une question concrète: cette cohérence affichée peut-elle produire des résultats tangibles sans appui extérieur conditionné et surtout les maintenir dans le temps? En moins de 2 semaines de décembre 2025, 3 décisions liées entre elles ont redessiné un même schéma stratégique. Une route de 332 km, l'exclusion des entreprises étrangères des chantiers nationaux, puis l'annonce d'une force multinationale de 5000 hommes n'apparaissent pas comme des gestes isolés, mais comme les pièces d'un seul mouvement cohérent. Cette séquence éclaire le cœur de la stratégie portée par Ibrahim Traoré. L'infrastructure n'est plus pensée comme un outil neutre de développement, mais comme un levier de souveraineté active, capable de structurer à la fois l'économie, la sécurité et le pouvoir politique. La route devient une artère vitale, la protection militaire un prolongement logique, le financement interne, la condition de crédibilité. Pris séparément, chaque élément reste discutable. Assemblés, ils forment une chaîne que le discours officiel présente comme autosuffisante. Pour comprendre la portée de ce choix, il faut revenir au rôle historique des routes au Sahel. Pendant des décennies, les grands axes ont surtout servi à acheminer des ressources vers l'extérieur, reliant des zones productrices aux ports plutôt qu'entre elles. Cette logique a façonné une économie dépendante et une géographie vulnérable, où relier 2 villes ne signifiait pas nécessairement renforcer l'État. Dans ce contexte, une autoroute intérieure financée sans prêt extérieur prend une valeur politique qui dépasse largement son utilité logistique. Le moment choisi compte autant que le projet lui-même. Avant décembre 2025, l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso existait surtout comme une intention technique, régulièrement évoquée puis reportée faute de financement clair et de consensus politique. L'activation soudaine transforme une attente chronique en chantier, visible et irréversible. En assumant ce rythme, Ibrahim Traoré réduit les marges de retour en arrière et force l'ensemble des acteurs à se positionner. La question ouverte n'est donc plus seulement de bâtir une route, mais de savoir si cette architecture intégrée peut tenir face aux contraintes internes et régionales. C'est ce point précis que la suite de la séquence va mettre à l'épreuve. Sur le terrain, la stratégie cesse rapidement d'être abstraite. Elle prend forme à travers des acteurs précis, bien en deçà des annonces officielles. Ingénieurs locaux, chefs de chantier issus du génie militaire et entrepreneurs burkinabés deviennent les premiers relais visibles de cette architecture intégrée. Leur rôle ne se limite pas à l'exécution technique. Ils incarnent la capacité de l'État à reprendre la main sur des fonctions longtemps déléguées, souvent sous contrainte extérieure. Cette bascule modifie profondément les circuits de décision. En réservant les chantiers aux entreprises nationales, l'appareil d'État raccourcit certaines procédures tout en transférant la responsabilité directe des délais, des coûts
et de la qualité vers les structures locales. Chaque tronçon achevé devient une preuve de crédibilité. A l'inverse, chaque ralentissement se transforme immédiatement en argument pour les critiques. Le projet expose donc ses acteurs à une pression nouvelle, à la fois politique et sociale. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un simple annonceur que comme un chef d'orchestre reliant calendrier politique, impératifs sécuritaires et capacités techniques. La présence accrue de l'armée dans l'ingénierie et la protection des axes brouillent la frontière traditionnelle entre développement civil et mission militaire. Cette proximité accélère la coordination entre ministères et état-major, mais elle rend aussi chaque incident plus visible et plus coûteux en termes d'image. Les effets précoces se lisent déjà dans la perception interne. Un chantier avancé sans financement extérieur envoie un signal de maîtrise, mais il élève aussi le niveau d'exigence envers les résultats concrets. À ce stade, l'enjeu est clair: transformer une vision politique en livrable tangible sans filet extérieur. La dynamique qui s'enclenche en décembre 2025 repose d'abord sur une accélération volontaire. Avant cette période, le projet d'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso existait comme un dossier parmi d'autres, régulièrement mentionné, puis ajourné faute de financement autonome et de décisions politiques fermes. En quelques jours, cette inertie disparaît. Le 14 décembre, l'annonce de l'exclusion des entreprises étrangères des projets routiers stratégiques transforme une orientation administrative en rupture assumée. 2 jours plus tard, le lancement public de l'autoroute de 332 km à Yimdi rend cette décision visible et difficilement réversible. Cette succession rapide n'est pas fortuite. Elle vise à empêcher que l'opposition, interne ou régionale, ne se cristallise sur un seul point. La route appelle l'interdiction des firmes étrangères, qui appelle à son tour une justification sécuritaire. En liant ces étapes, le pouvoir crée un enchaînement où chaque décision semble rendre la suivante nécessaire. Ibrahim Traoré présente cette logique comme une bascule méthodique. L'infrastructure cesse d'être un outil neutre pour devenir un instrument de souveraineté active. Le point de tension apparaît précisément dans le chevauchement entre économie et sécurité. Une autoroute intérieure financée par des ressources nationales expose un corridor vital. Sans protection coordonnée, elle devient une vulnérabilité coûteuse. C'est dans ce cadre qu'intervient la troisième annonce structurante. Le 20 décembre 2025, à Bamako, la création d'une force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, forte de 5000 hommes, est présentée comme le prolongement naturel du chantier. L'asphalte devient une artère, la force commune un bouclier. L'intensité de cette séquence tient autant au rythme qu'au contenu. En moins d'une semaine, 3 décisions se répondent et verrouillent l'architecture globale. Cette accélération réduit les marges de manœuvre pour un retour en arrière discret, tant à l'intérieur du pays qu'au niveau régional. Elle oblige l'administration, les entreprises locales et les forces de sécurité à absorber rapidement des responsabilités accrues, sous forte visibilité politique. Les premières répliques apparaissent presque immédiatement. Sur le plan interne, les capacités techniques et organisationnelles sont mises à l'épreuve. Les attentes en matière de délai et de qualité augmentent, tandis que la possibilité de renvoyer l'échec à des partenaires extérieurs disparaît. À l'extérieur, les partenaires et voisins observent une inflexion nette. Les projets ne sont plus présentés comme des opportunités à financer, mais comme des choix déjà actés, appelant à s'y adapter plutôt qu'à les négocier. En assumant cette exposition, Ibrahim Traoré accepte que chaque retard, chaque incident sécuritaire ou chaque arbitrage budgétaire soit interprété à l'aune de cette stratégie intégrée. La route devient ainsi un indicateur politique permanent. À ce stade, la question n'est plus seulement celle de l'ambition, mais celle de la capacité à tenir le rythme sans fissurer l'ensemble du dispositif. Le cœur de la démonstration repose désormais sur des ordres de grandeur précis, utilisés pour déplacer le débat du terrain idéologique vers celui de la faisabilité. 3 chiffres structurent le récit officiel. D'abord, le premier concerne les ressources. La production aurifère nationale est présentée comme ayant augmenté de 58% en 2025, dépassant 70 tonnes,
créant ainsi une base budgétaire nouvelle sans recours à des prêts conditionnés. Dans le discours, cette hausse permet de transformer une ressource d'exportation en levier direct de politique publique. Ce point marque une rupture avec la situation antérieure. Avant ce basculement, les grands projets d'infrastructure dépendaient largement de financements extérieurs, souvent assortis de contraintes de calendrier et de priorités. Le passage à un financement interne vise à réduire cette dépendance et à rendre l'exécution plus prévisible. Le chiffre n'est pas mobilisé pour impressionner, mais pour poser un seuil. Sans recette suffisante, l'architecture entière perd sa cohérence. Ensuite, le deuxième repère chiffré concerne directement l'infrastructure. Le chantier de l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est annoncé comme intégralement financé sur fonds publics avec une enveloppe prévue de 200 milliards de francs CFA inscrite au budget 2026. Mis en regard des pratiques antérieures, ce montant sert à démontrer que l'État peut engager une dépense lourde sans hypothéquer sa souveraineté financière. La route devient alors un test mesurable. Elle avance ou elle stagne, indépendamment de promesses de décaissement extérieur. Enfin, le troisième chiffre touche à la dimension sécuritaire. La force unifiée de l'Alliance des États du Sahel est annoncée avec un effectif initial de 5000 soldats présentés comme capables d'opérer sous un commandement intégré. Pour Ibrahim Traoré, ce nombre ne relève pas d'une démonstration de puissance brute, mais d'un seuil opérationnel jugé suffisant pour sécuriser les axes vitaux et les installations stratégiques. L'argument avancé est qu'une force coordonnée, même limitée, vaut davantage qu'une multitude d'unités dispersées. Ces trois données sont systématiquement articulées ensemble. L'or finance l'infrastructure justifie la protection sécurise les sources de revenus. Pris isolément, chaque chiffre peut être contesté. Assemblés, ils forment une chaîne logique que le pouvoir présente comme autosuffisante. Cette mise en chiffres a aussi une fonction politique. Elle offre au soutien des repères concrets et oblige les critiques à se positionner sur la durabilité plutôt que sur l'intention. La question centrale devient alors celle du maintien dans le temps. Ces niveaux peuvent-ils rester stables si les conditions sécuritaires ou les prix des matières premières évoluent? En liant systématiquement données économiques et choix sécuritaires, Ibrahim Traoré accepte que ces indicateurs deviennent des points de contrôle permanents capables de confirmer ou de fragiliser la trajectoire affichée. Les objections adressées à cette stratégie méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première porte sur la viabilité économique d'un modèle fondé sur l'autofinancement. Les critiques estiment que soutenir simultanément une grande infrastructure, une montée en puissance militaire et un programme de transformation économique expose l'État à une tension budgétaire excessive. Une dépendance accrue aux revenus miniers rendrait l'ensemble vulnérable aux fluctuations des prix internationaux, avec le risque de devoir ralentir brutalement les projets si les recettes se contractent. La seconde critique concerne la dimension sécuritaire. Regrouper des moyens militaires autour d'axes économiques majeurs pourrait transformer ces corridors en cibles prioritaires. Selon cette lecture, une force multinationale de 5000 hommes serait symboliquement forte, mais opérationnellement limitée face à des menaces diffuses et mobiles. L'intégration entre développement et défense apparaîtrait alors plus déclarative qu'efficace, exposant l'infrastructure à des tests répétés sans garantie de contrôle durable. Face à ces arguments, la réponse officielle s'articule autour d'une logique différente. Du point de vue du pouvoir, l'alternative n'est pas entre sécurité parfaite et dépendance, mais entre vulnérabilité passive et risque assumé. En concentrant des ressources sur des axes précis, l'État accepte une exposition accrue, mais gagne en lisibilité stratégique et en capacité de réaction coordonnée. Ibrahim Traoré défend l'idée qu'un risque identifié et suivi vaut mieux qu'une fragilité diffuse et non maîtrisée. Sur le plan budgétaire, l'argument repose sur l'intégration verticale. L'or n'est plus présenté comme une simple source de devises, mais comme un actif structurant destiné à financer des capacités productives et défensives. Cette approche ne supprime pas le risque, mais cherche à le rendre calculable et ajustable dans le temps. Sur le plan sécuritaire, l'accent est mis sur la coordination plutôt que sur la masse. Une force unifiée, dotée d'un commandement clair et d'un partage du renseignement,
est censée offrir une efficacité supérieure à des dispositifs fragmentés. Le débat oppose ainsi deux visions. L'une privilégie la prudence graduelle et l'étalement des engagements. L'autre, assumée par le pouvoir actuel, mise sur la cohérence et la vitesse comme facteur de crédibilité. La question du temps reste ouverte. À ce stade, la stratégie révèle une profondeur souvent manquée dans les premières lectures. Il ne s'agit plus seulement de protéger un chantier ou de sécuriser un investissement, mais de synchroniser circulation économique, commandement militaire et contrôle politique dans un même espace continu. L'autoroute cesse d'être un simple moyen de transport pour devenir un dispositif logistique, capable de structurer le temps autant que l'espace. Les délais d'intervention se réduisent, les centres décisionnels se rapprochent et des zones auparavant traitées séparément entrent dans une même logique opérationnelle. Cette lecture modifie la compréhension des annonces précédentes. L'exclusion des entreprises étrangères ne vise pas uniquement l'autonomie économique, mais la maîtrise complète d'un système où chaque composant, du financement à la sécurité, reste sous contrôle national ou régional. Dans ce cadre, la force multinationale n'est pas un ajout tardif, elle est intégrée dès l'origine comme une pièce fonctionnelle de l'architecture globale. Ibrahim Traoré présente cette articulation comme un changement de grammaire du pouvoir. L'infrastructure n'est plus neutre, la sécurité n'est plus périphérique et l'économie n'est plus dissociée de la défense. Chaque élément gagne son sens par sa relation aux autres. La question centrale se déplace alors. Il ne s'agit plus de savoir si la route sera achevée, mais ce que produit un État lorsqu'il conçoit développement et sécurité comme une seule et même construction stratégique. Les effets de cette stratégie intégrée se lisent désormais à travers plusieurs cercles, chacun exposé différemment aux bénéfices et aux contraintes du dispositif. Pour l'État d'abord, l'impact est institutionnel. En reliant infrastructure, financement et sécurité dans un même cadre, le pouvoir central gagne en capacité de pilotage et en visibilité stratégique. Les décisions budgétaires, autrefois dispersées entre priorités concurrentes, s'alignent autour d'axes clairement identifiés. Cette cohérence réduit les arbitrages improvisés et transforme chaque dépense en signal politique lisible, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ibrahim Traoré inscrit ainsi sa crédibilité non dans des déclarations, mais dans la continuité des livrables. Pour les entreprises locales, l'effet est immédiat mais ambivalent. L'exclusion des firmes étrangères ouvre un espace inédit aux entrepreneurs nationaux et aux bureaux d'ingénierie locaux, désormais placés au cœur de projets d'envergure. Cette opportunité s'accompagne toutefois d'une pression accrue sur la qualité et les délais. L'échec ne peut plus être imputé à des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, la montée en compétences devient une condition de crédibilité économique plutôt qu'un objectif abstrait. Le chantier agit comme un révélateur, distinguant les capacités durables des effets d'aubaine. Du point de vue des citoyens, les conséquences se mesurent à la fois dans le quotidien et dans le registre symbolique. À court terme, une autoroute intérieure promet une réduction des temps de déplacement, une circulation plus fluide des biens et une présence étatique plus visible le long des axes. À moyen terme, la sécurisation accrue des corridors modifie la perception de l'État, perçu moins comme un acteur lointain que comme une autorité capable d'assurer continuité et protection. Cette évolution nourrit des attentes élevées, mais aussi une vigilance accrue face aux résultats concrets. À l'échelle régionale enfin, l'onde de choc dépasse largement les frontières nationales. En affirmant que les axes économiques stratégiques doivent être protégés par une force coordonnée, Ibrahim Traoré introduit une norme nouvelle dans un espace longtemps fragmenté. Les voisins observent un modèle qui lie souveraineté et intégration régionale sans passer par des cadres financiers ou sécuritaires dominés de l'extérieur. Cette posture substitue à la logique de dépendance une logique de bloc solidaire, observée avec intérêt mais aussi avec prudence. Pris ensemble, ces effets montrent que la stratégie ne produit pas un bénéfice unique, mais une série de transformations imbriquées. Chacune comporte ses gains et ses coûts. Leur équilibre conditionnera la stabilité du système et déterminera si cette architecture intégrée devient un précédent durable ou une expérience limitée dans le temps.
à horizon de 6 à 12 mois, l'évolution de cette architecture intégrée peut être lue à travers 3 trajectoires plausibles, chacune conditionnée par la capacité à prioriser et à ajuster sans rompre la cohérence initiale. D'abord, le premier scénario, dit de base, repose sur une exécution disciplinée. L'axe routier progresse par tronçon, la coordination sécuritaire se stabilise autour des corridors et les financements internes restent suffisants pour tenir le calendrier annoncé. Dans ce cadre, l'État consolide sa crédibilité opérationnelle sans bouleverser immédiatement les équilibres régionaux. Moins de déclarations, davantage de livrables, et une attention accrue portée à la maintenance et à la gouvernance quotidienne deviennent les marqueurs de cette normalisation. Ensuite, un scénario plus favorable suppose l'alignement simultané de plusieurs leviers. Les recettes issues des ressources minières confirment leur dynamisme, permettant de lisser les dépenses et d'accélérer certains chantiers connexes. La force coordonnée améliore sa capacité de réaction, réduisant les incidents le long des axes stratégiques et renforçant la confiance des acteurs économiques locaux. Cette convergence produit un effet d'entraînement. Les investissements nationaux deviennent plus visibles, la circulation des biens s'intensifie et le modèle commence à être perçu comme reproductible au niveau régional. Dans cette configuration, l'infrastructure cesse d'être un symbole pour devenir un multiplicateur tangible. Enfin, le scénario fragile repose au contraire sur une accumulation de frictions. Une baisse des revenus attendus, des retards techniques ou des incidents sécuritaires ciblés fragilisent la chaîne logique reliant financement, protection et développement. Les corridors deviennent des points de tension, exigeant des arbitrages budgétaires rapides et coûteux. La pression politique augmente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et la stratégie intégrée se transforme progressivement en série de réponses réactives. Le risque principal n'est pas l'échec brutal, mais l'érosion de la crédibilité lorsque chaque ajustement est perçu comme un recul. Ces trajectoires ne sont pas exclusives, elles dessinent un éventail de possibles dépendant des choix de méthode. Accélérer pour imposer le fait accompli ou consolider pour absorber les chocs reste une décision structurante. Une recommandation de fond se dégage. Traiter l'infrastructure et la sécurité comme des actifs à rendement différé, exigeant des décisions sobres, réversibles et lisibles. C'est cette discipline, plus que l'audace initiale, qui déterminera la trajectoire réelle. Pour les citoyens urbains et périurbains, la stratégie se mesure d'abord à l'aune de sa traduction concrète. Une autoroute intérieure signifie potentiellement moins d'isolement, des marchés plus accessibles et une mobilité quotidienne plus prévisible. Mais cette promesse ne prend sens que si la sécurité reste suffisamment stable pour que les usages civils ne soient pas relégués au second plan. Pour ces publics, l'attente est simple, que la circulation gagne en continuité plutôt qu'en tension et que la présence de l'État soit perçue comme un facteur de normalité, non de contrainte. Un second groupe concerne les acteurs économiques locaux, artisans, transporteurs et entrepreneurs de taille moyenne. L'ouverture des chantiers aux entreprises nationales crée des opportunités réelles, mais elle impose aussi une montée en compétences rapide. La question n'est plus seulement d'obtenir des contrats, mais de tenir des standards techniques et des délais sous forte visibilité politique. Dans ce cadre, l'infrastructure devient un révélateur. Elle distingue les capacités durables des engagements opportunistes et redéfinit les attentes envers le secteur privé local. Ibrahim Traoré lie explicitement cette exigence à la crédibilité du modèle dans son ensemble. Un troisième public, plus diffus, regroupe les observateurs régionaux et la diaspora. Pour eux, la séquence en cours sert de test grandeur nature sur la possibilité d'un modèle moins dépendant des financements conditionnés. Le projet est scruté autant pour ses résultats que pour sa méthode, articulation entre ressources internes, sécurité et intégration régionale. Cette lecture nourrit des débats plus larges sur la souveraineté économique et la capacité des États à assumer des choix coûteux sans appui dominant. Pour chacun de ces groupes, l'enjeu dépasse l'adhésion idéologique. Il s'agit d'évaluer si les bénéfices annoncés se traduisent en usages réels, mesurables et durables, capables de résister à l'épreuve du temps. À ce stade, la stratégie ne peut plus se contenter d'un récit cohérent. Elle exige une méthode lisible. D'abord,
La première étape concerne la gouvernance. Définir clairement qui décide, qui exécute et qui contrôle devient essentiel pour éviter la dilution des responsabilités. Le pouvoir central fixe les priorités et les enveloppes, tandis que les entreprises nationales et les corps du génie assurent la réalisation. Des mécanismes d'audit interne suivent coûts, délais et qualité, transformant chaque tronçon en point de contrôle mesurable. Ensuite, la deuxième étape touche à la synchronisation sécurité-économie. Les unités dédiées à la protection des axes doivent être positionnées en fonction des flux réels et non d'un simple découpage administratif. L'objectif n'est pas d'installer une tension permanente, mais d'assurer une continuité d'usage civil tout en maintenant une capacité de réaction rapide. Dans cette logique, la sécurité devient une fonction de soutien au fonctionnement normal du corridor. Enfin, la troisième étape concerne le financement. Les recettes issues des ressources minières sont affectées selon des règles explicites, avec des seuils d'alerte prédéfinis en cas d'écart. Cette discipline budgétaire permet d'ajuster le rythme des travaux sans remettre en cause l'ensemble de l'architecture. Ibrahim Traoré insiste sur ce point pour transformer une promesse politique en processus vérifiable. Puis vient la montée en compétences. Former ingénieurs, techniciens et cadres intermédiaires devient une priorité parallèle au chantier lui-même, afin que l'infrastructure ne dépende pas durablement d'expertise ponctuelle. Enfin, l'évaluation continue s'impose. Des indicateurs simples, usage, sécurité, coûts et délais servent de base à des ajustements réguliers. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle offre un cadre pour apprendre sans rompre. Le motif initial revient, plus concret qu'au premier jour. La poussière rouge, les machines et les équipes locales racontent désormais une histoire moins spectaculaire que les annonces, mais plus exigeante. Celle d'un travail quotidien, soumis aux contraintes du calendrier, du climat et de la sécurité, où chaque tronçon achevé engage une crédibilité collective. Ce déplacement du symbole vers l'exécution marque un tournant. La souveraineté cesse d'être une proclamation pour devenir une épreuve continue. Dans ce récit, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence assumé. En liant son nom à une architecture aussi intégrée, il accepte que la route, la sécurité et l'économie soient jugées ensemble, sans compartiment possible. Cette exposition personnelle transforme l'infrastructure en engagement politique durable, difficile à diluer dans le temps. Chaque avancée renforce la cohérence du pari, chaque retard en révèle le coût. Le rappel est clair, bâtir par ses propres moyens n'est pas seulement une affirmation de souveraineté, c'est une mise à l'épreuve collective. Les ingénieurs, les équipes du génie et les entreprises nationales portent une responsabilité nouvelle, visible et mesurable. Leur réussite ou leurs difficultés pèseront autant que les choix initiaux. À ce stade, la cohérence plus que le discours fera foi. C'est dans cette constance et dans la capacité à corriger sans renier que se jouera la mémoire durable de cette séquence. À ce point du parcours, la question n'est plus d'adhérer ou de rejeter en bloc la stratégie engagée. Elle consiste à l'observer avec méthode. Une infrastructure peut unir ou diviser. Une force de sécurité peut rassurer ou inquiéter selon la manière dont elle est gouvernée. Ce sont ces nuances, souvent moins visibles que les annonces, qui construisent la crédibilité durable d'un État. L'expérience en cours invite donc moins au slogan qu'au discernement. Suivre l'avancement réel des chantiers, la continuité des usages civils et la stabilité des dispositifs de protection permet de dépasser les lectures idéologiques. Pour les sociétés concernées, comme pour les observateurs extérieurs, l'enjeu est d'apprendre de cette séquence, qu'elle réussisse pleinement ou qu'elle révèle ses limites. Ibrahim Traoré a choisi d'assumer publiquement ce pari et ses conséquences, en liant souveraineté, sécurité et développement dans un même cadre. Il place l'exécution au centre du jugement. La question finale reste ouverte et collective. Jusqu'où un pays peut-il aller dans l'affirmation de sa souveraineté sans réduire ses marges de manœuvre, et à partir de quel point la prudence devient-elle un risque plus grand que l'audace ?